Prologue. Il y a dans le monde un objet de plus. Il est ignoré de tous depuis bien longtemps, quoiqu'on le connaisse depuis les premiers jours. Par lui, tout s'est passé, car sans lui, rien ne fût advenu. Il est unique en son genre. Nombreux sont les objets naturels ou de main d'homme qui sont de trop. Cela d'ailleurs n'est pas sans relation avec lui, car sans lui, rien, ni personne, n'eût été de trop. En revanche, il est le seul à être de plus. Tout a une place et un espace. Lui, pas vraiment. Donc il n'occupe lui aussi une place quand il passe par une main ou se plante dans le sol. Il semblait étranger en cette place, mais jamais incongru. On savait qu'il en serait de même toujours et en tout lieu. Personne ne le recherche, comme on traque une curiosité ou une bizarrerie, ou un objet précieux, ou une relique, car il est fort ancien. Quand on le perçoit, on le fuit, sans partir en courant, sans crier. On ne se sent pas des sueurs froides descendre le long de la colonne vertébrale, pas plus qu'on ne se prend le cou afin de le protéger de la piqûre ou de l'égorgement. Mais on éprouve si nettement sa forme, sa couleur, son pouvoir. La peur qu'il suscite ne laisse aucune trace visible, elle est merveilleusement propre. Pourtant, rien ne l'égale. Une certaine classe d'objets partage avec lui une ressemblance, lointaine, et même infiniment distante, et pourtant apparentée. Ce sont les livres. Quand l'objet de plus apparaît, c'est un jour tout particulier, au crépuscule, entre chien et loup. Une dernière lumière flamboie. C'est l'ultime moment pour apparaître. Quand la nuit sera là, il s'agira de se blottir, ou bien de s'endormir, ou de mourir, ou de trembler. Pour d'autres, de manipuler le soufre et la magnésie afin de produire un embrasement, ou la calcédoine encore, afin de se pétrifier dans un reflet, je les comprends. J'ai vu dans les galeries du muséum ces énormes blocs transparents, et j'ai rêvé un bref instant au sort de l'estimable Merlin, enfermé par la fée Viviane dans ces pierres, qui semblent des concrétions de clarté pour toujours. Toujours. Quel mot a nourri plus de nostalgie? C'est en somme le fruit bâtard de l'objet de plus. Quand il paraît, se conjoignent deux grands rivaux que rien, jamais, ne fit se retrouver. La force qui fait pousser et la force qui écrit. Car l'objet de plus, en poussant, s'écrit. C'est écrire pour lui que de pousser, et c'est croître pour lui que de se recouvrir de lettres. Peu importe sa taille et sa couleur, sa densité ou sa résistance, son poli ou son astringence. Ces effets sur la peau existent, mais ils ne comptent pas. Seuls comptent les lettres et l'épouvantable question qu'elles posent. Lorsque l'objet de plus est vu, tous les yeux du monde sont aveuglés, quoique deux seuls yeux le voient. Voir alors, sinon le voir, ne signifie plus rien. Sitôt qu'il a été vu, on se met à regarder autrement les choses, comme la gelée blanche et translucide qu'on nomma la manne, ou comme cette neige qui, déposée sur le sol, lui semble offerte pour l'enrichir. Mais chez lui, cet effet est bref car il inspire la peur. Voilà pourquoi on se rabat souvent, après l'avoir vu, sur quelques visions d'horreur, sur les quartiers de boucherie, les membres répandus sur le sol, ou sur le regard glacé d'un tortionnaire qui bat à mort une femme suppliante aux cheveux gris, puis la mange comme la duchesse de Lamballe afin de conjurer l'horreur qu'inspire toute cette lumière. Alors survient le réveil. L'objet de plus a déplacé les choses, et même les mesures et l'espace, juste assez pour que les habitudes soient faussées. Tous, d'un commun accord, diront que rien n'est advenu et que nul n'a bougé. On déambule dans la rue comme si de rien n'était, avec l'air dégagé et presque las de ceux qui répètent chaque jour les mêmes gestes alors qu'on remarche pour la première fois, que tout est hostile et incompréhensible. Ce marchand de journaux et son kiosque, cette boulangerie, cet arrêt de bus, même
ce champ de blé et cet arbre là-bas au milieu des voitures. Quand la tension est trop grande, que les regards de la foule sont trop lourds et que décidément la vie ne vaut plus la peine, on se jette les uns sur les autres et on s'entre-dévore. Ainsi, après quelque temps, il est permis de dessiner des cortèges funèbres, et les femmes aux voix les plus graves entonnent de longues mélopées sans mots, les enfants se taisent et regardent, et la génération qui vient aura le moyen d'inventer une civilisation. L'objet de plus a semé tant de morts parmi les hommes, tant de mots ont été moissonnés à partir de ces lettres, tant de cadavres ont été empilés par les bulldozers et digérés par les lombrics, au point qu'il n'y a pas un seul grain du sol qui ne soit mêlé à un peu de chair d'homme, qu'on n'en a retenu que la malédiction. Chapitre 2. Le bâton des millénaires. Élias n'était pas très grand. Son vêtement gris, son visage un peu frêle, au nez fin et aigu, rien n'eût impressionné le curieux. Mais il n'était pas sans charme pour ceux qui connaissent un peu mieux leur pareil. Son regard était clair et profond. Une vie, dont on ne pouvait deviner la cause, se lisait parfois sur son visage. Tout le contraire de cette puissance qu'on voit aux animaux et aux hordes. Une force extraordinaire conjuguée à une fragilité qui ne se cachait pas. Certains appellent cela être beau. Il s'était assis sur une pierre. Il y resta un long moment sans rien dire, tentant, lui si léger, si mobile, d'approcher l'inertie pour mieux comprendre. Comme toujours, quand son corps se fut presque endormi, une pensée étincela. Il reprit sa marche. Une source jaillissait au-dessus de la tour avant de disparaître. Des herbes hautes l'escortaient. Le sol devint meuble, un peu tremblant. Il fallait rebrousser chemin. Il était parvenu à la tourbière de Sion, qui ressemblait à celle que son père lui avait décrite à Cuxhaven, où avait commencé ce qui allait s'achever ce matin. La tourbière de cette Germanie qu'ils avaient fui. Élias avait été averti de l'importance de la tourbe sans que Har, son père, lui eût enseigné son secret. Attentif à l'excès, il entendait couler l'eau goutte après goutte entre les tiges et les racines. Il croyait sentir les fibres en dedans d'elles-mêmes se distendre, se gâter, se transformer sous l'effet de cette eau, dans d'étranges mutations qui brunissaient les matières et étouffaient les sons. Pourquoi s'en émouvait-il ? Car il était affecté. Il sentait les plantes souffrir dans cette eau sans air. Enfin, il fut frappé. Une immense nausée le traversa de part en part. Tout son corps, des ongles des pieds aux cheveux de la tête, s'éprouva dans l'idée qu'il vit. Il était là, dans la tourbière, et l'évidence se créa en lui. Les hommes n'appartiennent plus à la terre. Leur matière n'est plus le sable ou le limon. Rome a reflué, sa mémoire va se dissoudre, mais des nations vont pousser, vont naître de la tourbe. D'elle, des rejetons plus malsains encore. La tourbe est à présent la matière qui constitue les hommes. Voilà ce que dit Élias, à haute voix, se tenant le cou tant le sang y butait, et s'étranglant presque pour le faire refluer. Particularité des hommes. Les bêtes naissent de leur espèce, mais les hommes naissent du monde, à cause de l'esprit qui les traverse et qui recommence tout de zéro, zéro, le chiffre qu'avait rapporté Gerbert d'Aurillac. Un jour, un homme fit en pensée du nouveau. C'est pourquoi l'on dit qu'il fut façonné à partir de la terre. Cela signifie qu'il était né de rien. La terre est ce rien, car la terre est informe, possible de tous les possibles. Tel fut celui qu'on nomma Adam. Dans ce nom, on désigne la terre à laquelle on a retiré une lettre. À partir de lui, avec une lettre de plus, la terre avait été renommée. Les hommes marqués par cet Adam se crurent alors venus de la terre. Ils venaient de lui en fait, comme les animaux viennent de leur espace. Ce jour de l'an 1002, la longue descendance s'acheva. Élias vit que tout recommençait, non de la terre informe,
pour leur plus grande intelligence, mais de la tourbe, qui semble de la terre, et n'en est pas pour leur plus grand malheur. Elle semble un élément, mais elle est faite de plantes qui ont muté. Millions de tiges infimes dont le nombre s'est compressé, de corps qui ont sucé l'eau vive et l'ont tué, s'abandonnant au sommeil de la déréliction. Une seule plante étrange, noirâtre, qui dévore le vivant. Ce n'est pas une métaphore, c'est plus terrible. C'est la vie même de ces nations que devine Élias. Il ne voit pas encore la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne, comment les verrait-il ? Pas non plus la Germanie, toujours à venir depuis son passé, jamais venue. Il voit leur forme, il comprend la tourbe. Certains disent que dans une série de nombres, le chiffre 1 est si entêté, si opiniâtre, qu'il n'y a en vérité que lui, rabâché dans tous les autres, qui ne diffèrent chacun que de 1, que de lui. Ces langues, nées de langues mâchées, remâchées, mortes et renées. Gestes, coutumes, fêtes, greffés comme des costumes qu'on rapièce sur les spectres de rites perdus. Formules, politesses vomies et ravalées, dont le plus redoutable des Hercule Poirot ne reconstituerait pas l'origine. Des forces impérieuses, des feux concentrés et des explosions olfactives, fossiles d'énergie. S'étouffer de soi-même. C'est le principe de la tourbe. Prenez et mangez-en tous. Chapitre 6. L'intendant de Gondor, Mount Stuart, 7 mai 1945, 18h15. Je dois introduire, Premier ministre, notre camarade de jeu. Je vous préviens, il n'a pas été votre plus fervent soutien, mais il détestait encore plus les nazis. Soyez-en remerciés, répondit Churchill. Très timide, le petit homme bardé de tweed se leva et se confondit en confuse salutation, tempo allegrissimo. Exactement, conclut Sir Ian, qui le dominait de sa hauteur, de son large costume croisé anthracite et de sa tête chauve ou un visage de granit, revenait des âges oubliés, quoique ses yeux bleus exprimassent à la perfection l'idéal glacé de la civilisation britannique. J'ai l'honneur de vous présenter le plus important de nos hommes à plumes, bien que lui-même l'ignore, et qu'on ne se prépare pas à le mesurer avant un siècle, John Ronald Reuel Tolkien. Je sais, moi, embraya vivement Churchill, qui tenta un bon sourire. J'ai lu vos notes. J'ai lu votre Seigneur des Anneaux. Votre livre 4 m'a terrifié. Je me suis arrêté au moment où Frodo est suspendu dans la toile de Shelob. Shelob, quel merveilleux et gluant nom. Quoi ? Comment ? Comment avez-vous pu... Vous l'aurez bientôt fini, interrompit Churchill. Mais, dit Tolkien en haussant la voix, Churchill fit une œillade à Sir Ian, il n'est pas possible que vous ayez lu. Le livre est à l'état de manuscrit et je... Que croyez-vous m'apprendre ? Tolkien, coupé dans son élan, dévisagea son interlocuteur. Ainsi donc, le Bouddha qui avait combattu Hitler était en face de lui. Il avait maudit cette guerre. Il avait raillé dans ses lettres la passion que le Premier ministre cultivait pour la mécanique, qui avait entraîné son fils Christopher dans la RAF, l'arrachant à l'étude de Beowulf. Il avait haï plus que tout en parfait et stupide hobbit cette guerre inévitable, prétendant qu'il fallait cultiver les fleurs, boire de la bière et rêver du Mordor. Churchill était là, cher et haut, en train de le regarder, sans le moindre mépris pour le petit professeur qu'il était. Mais The Lord of... Non, comment savait-il, comment pouvait-il ? Mulligan était sorti un instant pour cacher sa satisfaction. Il revint pour la tirade qu'il ne regretta pas. Avec mes espions, j'ai pu regarder dans la chaussette de Herr Hitler, alors qu'il piétinait le monde depuis Garmisch-Partenkirchen. Vous croyez que je ne peux pas lire vos livres quand vous enseignez le moyen anglais à Merton College, tandis que votre épouse Edith fait les courses ? Mais pas de mais, je vous prie. Les Bilbo savent bien que les elfes et les seigneurs ténébreux en savent plus long qu'eux. Mais depuis quand lisez-vous mon... Depuis que vous avez commencé, en 1939. Il faut dire que j'avais intercepté votre courrier à cet éditeur allemand, je ne sais plus comment il s'appelait, qui voulait faire traduire votre Hobbit, un livre raté, si je puis me permettre. Vous avez raison, mais en revanche, quelle merveilleuse réponse. J'ai été votre ami depuis ce jour.
C'est à cause de cette lettre que vous m'avez espionné? Non. C'est à cause de notre hôte, mon cher. C'est lui qui m'a instillé le virus. Vous ne lui avez pas dit, Sir Ian? Demanda Churchill en se tournant vers Lord Bute. Nous n'avons pas échangé 3 mots depuis 2 heures, si j'accepte l'énumération des richesses de son potager et sa comparaison avantageuse avec le mien. Oui, eh bien, vous ne nous avez pas servi grand-chose ces dernières années, tenta Tolkien, en se tournant vers le maître de l'Angleterre, par provocation, pour reprendre la main. Quoi? Le sang, la sueur et les larmes n'ont pas nourri votre faim spirituelle? Répondit Churchill, goguenard. Vous oubliez le labeur, Prime Minister. Chez moi, il s'est réduit à bêcher. Speyside Malt, trancha Mulligan d'un air rogue. Il a des nuances d'abricot et de coucher de soleil sur la mer Égée. Leur caquet rabattu, les 3 hommes se renfoncèrent dans leurs fauteuils et le whisky tint ses promesses. Ensuite, devant un Tolkien éberlué, Sir Ian raconta son aventure extraordinaire. Il s'était rendu à Oxford pour des recherches sur Gibbons et Tallis. Un soir, il était allé dans un pub dont il avait oublié le nom. Là, il s'était amusé de voir dans un coin les mines compassées de scholars si typiques qu'il s'était discrètement déplacé pour les épier. Une petite table dans l'ombre était juste derrière leur double banquette. Il avait pris une ale et s'était caché dans sa chaise. Pendant 2 heures, il avait écouté la lecture par Tolkien de son Seigneur des Anneaux. C'était un des premiers morceaux tragiques du livre, il avait eu de la chance. Car le livre ne donnait pas en tous ses morceaux cette impression d'un monde qui, d'un instant à l'autre, risque l'effondrement dans la nuit et la mort. Rien n'était plus précieux. Plus tard, un jour que Churchill lui avait envoyé une boîte de cigares pour son anniversaire, il était allé à la poste de Rothesay et, sous prétexte de le remercier, lui avait fait téléphoner à Downing Street. Aussitôt, le Premier ministre avait accepté la communication et Bute lui avait raconté sa séance d'écoute. D'un premier méfait accompli fortuitement, il fallait faire un larcin régulier. Telles furent les instructions de Churchill. Dès lors, chaque semaine, Dickens avait eu un concurrent involontaire. J.R.R. Tolkien s'était vu soutirer à son insu le feuilleton du Seigneur des Anneaux, alors qu'il rêvait, sans trop se l'avouer le pauvre homme, de l'envoyer, comme un pavé concurrent de la Bible, fracasser de ses 1000 pages à venir les murailles de Château-Gaillard. Troisième partie, chapitre 10, On the Road. 1er novembre 1945, Germania. Tous les personnages sont en voiture, les uns ici, les autres là-bas, en Germania. La nuit allait tomber sur toute l'Allemagne. Lentement, comme un vautour vient à sa proie qui ne remue qu'à peine, un rêve s'empara d'eux. La guerre était finie, certes. Les humains et leurs outils travaillaient, martelaient, cisaillaient, aggloméraient un nouvel avenir de fer et de béton pour le pays à venir. Durant cette journée, par exemple, plus de travail avait été abattu qu'en aucune journée sous les coups de trique des nazis. Plus de volonté, plus d'ardeur animait les masses actives, presque frénétiques, quoiqu'à cette heure, on ne vit plus dans les chantiers que les traînards ou ceux qui cherchaient dans les ruines les fantômes du pays englouti par le feu. Ceux-là mourraient bientôt d'une balle perdue ou d'une purge attardée. Les travailleurs préféraient se hâter vers leur chez-soi, excités par un reste de peur et le désir encore chimérique d'une épaisse existence domestique. Bientôt, les jardins et les maisons allemandes sembleraient de nouveau plus lourds et plus enracinés que toutes les habitations du monde, mais ce jour n'était pas encore venu. C'était un moment d'attente, un rêve aux ailes de suie. Par un sombre paradoxe, en ce moment de torpeur, tout se vit mieux et s'éprouva. Quelle machine animait cette transe laborieuse, alors qu'il n'y avait plus ni Führer ni empereur, seulement des armées étrangères d'occupation, des Anglais avec leurs Indiens, des Français avec leurs Sénégalais, des Américains avec leurs Noirs, plus de race aryenne, quel était le nouveau ressort? Les forêts et les territoires nourrissaient-ils un amour suffisant de la patrie, puisque les villes n'étaient plus pour le moment que des décharges de caillasses? Une force obscure comme la terre,
agglomérées comme l'étagement des sols, épaisses et indéchiffrables comme les polders et comme les granites de la Frise, leur langue, l'allemand, avait été hurlé dans toutes les terres d'Europe, cartographiait une terreur qui vociférait en germain. Les Anglais, au moins, en leur volant le thé, avaient offert à leurs orientaux le cricket et la cravate club. Les Français, mine grave et compassée, avaient envoyé leur curé 3 en 1, plutôt la substance une et trine du curé, de l'ingénieur et de l'instituteur. Ils avaient joué le salut des âmes. Les Allemands n'avaient cultivé aucune séduction, aucun après. Pendant ces 10 ans d'enfer, chaque syllabe de la langue avait été pour la mort. Cris aux bêtes des camps, hurlements aux oreilles des torturés. Avant cela, ça avait été la rudesse des grands timides, craintive la langue allemande. Elle n'avait gagné de hauteur sur les terres d'Europe qu'au prix des imprécations de Luther, qui lui offrant une religion épurée, la faisait admettre au concert des puissances. 16 siècles, elle avait été barbare. Luther traduisit la Bible et prétendit la comprendre. La langue allemande put se croire l'idiome des savants. Note de bas de page, numéro 14. Quant à l'anglaise, elle n'avait pas eu ses tourments. Abattardie, aux grandes dames de Tolkien par Guillaume, elle avait traîné sa carcasse anglo-normande jusqu'à ce qu'à son tour, elle se fît une religion à fondement matrimonial, non pour devenir savante, mais pour rédiger de juteux testaments. Voilà pourquoi d'ailleurs Madame Austen avait été la plus grande philosophe d'Angleterre. Avant-dernier chapitre, la grande peine d'un artiste épique. Tolkien voyait Sam et Frodo marcher devant lui sur les champs de boue noire que sillonnait la lave horriblement luisante de Mount Doom. Barad-dûr se mêlait dans son imagination à Mount Stewart. Le château de Lord Bute était vraiment le repère de Sauron. Le château, le repère, les nazis, les orques, l'œil, Yggdrasil, Irminsul, Charlemagne, l'église de Birmingham, où il devait se confesser tous les matins au père Francis, qui ne voyait pas d'un bon œil sa liaison avec Edith, avec Lucienne, les cours, Oxford, Lewis, The Eagle and Child, les tranchées, et la lettre de J.B. Smith, écrite tout juste avant de recevoir l'obus qu'il avait agrégé au bout, tout était un morceau compact de mémoire qu'il sentait, gorgé de relents végétaux. La tourbe avait pris possession de son corps et de son esprit, de toutes les zones obscures et vivantes où les deux extrêmes s'abouchaient. Penser n'importe quoi, laisser venir la moindre association de ses mots ou de son imagination, tout serait vrai et d'une importance vitale. Il lui était sans doute donné un moment de génie, mais rien ne venait de lui, tout venait de la tourbe, c'était monstrueux. Cette chose pensait, non qu'elle fût douée d'une âme. En elle, non pas les seules plantes, s'étaient décomposées dans l'eau pure. Corps, mots, idées, tout avait été retenu, piégé par cette éponge qui digérait le temps, figeant toute chose qui tente d'être dans une trace définitive, écrite dans la terre comme un arrêt de mort. Il essayait de se ressaisir, de rejeter ces herbes, ces parfums, ces baisers infinis de la terre, qui lui rentraient dans la bouche et l'étouffaient, tout en lui offrant un autre air, comme un tuyau d'oxygène qui provoque d'abord un instant de panique avant que son concentré de survie parvienne aux poumons du cancéreux. Pourtant, où était le chemin de son corps? Par où était le retour au monde? En se braquant contre cette ventouse, il ne parvenait à rien. L'horreur ne faisait que le noyer davantage dans le filtre qui saturait le moindre soupir de sa vie. Il ne pouvait parler aux deux autres, mais il comprit qu'il pouvait au moins retourner dans son œuvre. Il parlerait sans mal avec Frodo qui n'existait pas, tandis qu'il ne pouvait rien dire à Mulligan ou à Churchill. Ce qu'il pouvait faire, il le fit. C'est toujours ainsi que commencent les crimes. Frodo, est-ce toi? Vous? Je croyais que plus jamais... Le garçon s'était effondré. Il pleurait. Pourquoi pleures-tu? Demanda Tolkien. Parce que Sam m'a abandonné quand il a vu le retour de Sauron. Il est parti en me disant que j'avais trahi la comté.
Il m'a dit que je n'étais plus un hobbit, un fumeur d'herbe à pipe, un mangeur de fraises à la crème, que je ne valais pas plus que Gollum et qu'il fallait me trouver un surnom dès que je me mettrais à mon tour à pousser des grognements. Mais je ne le savais pas, dit l'auteur. Tu m'as perdu. Tu m'avais menti en me racontant que je finirais en bon et simple hobbit, seulement un peu cabossé par les épreuves. Tu te souviens de m'avoir dit ça? Je devais remettre mon petit gilet rouge, m'asseoir à ma table et écrire à mon tour afin d'étudier mes souvenirs. Comme cela, quand moi je remonterais le cours de ma vie, toi tu inventerais une science de nos légendes, tu te souviens? Oui, Frodo. Tu es parti. Où es-tu allé? Je suis allé avec Lord Bute et Churchill. Qui sont-ils, ces deux-là? Des hommes, égarés comme moi. Mais pourquoi? N'es-tu pas un hobbit? N'avais-tu pas assez à faire avec moi? Les hobbits n'existent pas, mon enfant. Ils n'existent pas. Ma peine n'existe pas. Et Sam, parti avec son petit ventre et ses larmes, n'existe pas? Non. Alors Sauron a gagné, et c'est pire que la mort. Sauron a gagné, Frodo, c'est vrai, et c'est pire que la mort.